Alors aujourd'hui on parle d'un sujet dont on parle jamais. J'ai cherché sur internet, on n'en parle pas particulièrement, les gens en parlent rapidement, vite fait, comme ça, comme si c'était juste un détail. C'est pas juste un détail, c'est vraiment très très important. Le mec en plus c'est un méga tchad, un méga giga tchad comme diraient les jeunes. Allez, on parle du grandissimo, du grandiloquent, du tous les termes où il y a grand dedans, et ensuite ça termine par Brenos. On parle du grand Brenos ici. Ô Seigneur, grand prince. Oh, à la classe. La révérence. Oh, oh, c'est un saint homme. Alors Brenos, bon, c'est une sacrée star. C'est, on dirait, un phénomène de foire. Mais d'où il vient le cum, hein? Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, les origines de Brenos, elles, restent largement méconnues. Il semblerait que sa famille soit issue du peuple des Sénons, soit originaire d'Agedincum, aujourd'hui Sens dans l'Yonne. On se retrouve donc en 400 avant Jésus-Christ. Ce peuple aurait migré vers le sud, s'installant dans les régions actuelles de la Romagne et des Marches en Italie. Donc par rapport à son peuple, qu'on va détailler donc en profondeur, donc les Sénons c'est qui? Donc les Sénons constituaient un peuple gaulois implanté à la fois en Gaule, transalpine et dans le nord de l'Italie, entre les deux. En Gaule, leur territoire s'étendait sur une région correspondant au département donc de Seine-et-Marne, du Loiret et de l'Yonne. Vers 400 avant JC, donc, une partie de ce peuple entreprit une migration audacieuse en traversant les Alpes. Après avoir repoussé les Ombriens, ils s'établirent sur la côte est de l'Italie, entre Rimini et Ancône. Donc ça va faire un petit peu les gars du sud, les mecs du sud qui vont rester sur la zone. On le voit, la zone Méditerranée, côté France. Ce territoire que les Romains nommèrent par la suite Ager Gallicus vit la fondation de Sena Gallica, donc l'actuelle Senigallia, qui devient leur capitale. Quelques décennies après, donc 9 ans plus tard, en 391 avant Jésus-Christ, les Sénons vont décider d'envahir l'Étrurie, région prospère de l'Italie centrale. Ils vont mettre le siège devant la ville de Clusium, créant une situation de grande tension. Quand il y a la guerre et quand il y a des sièges, c'est pas l'éclate, c'est pas l'amour. Les habitants de Clusium, craignant pour leur survie, vont solliciter l'aide de Rome, bien qu'aucun lien particulier ne justifiait cette alliance. En réponse, Rome dépêcha 3 émissaires, Quintus Fabius Ambustus et ses 2 frères, afin de négocier une issue pacifique au conflit. Cependant, au mépris des règles diplomatiques, les envoyés romains auraient pris part au combat contre les Sénons en dehors de Clusium. Selon les récits de Tite-Live et de Plutarque, cet acte de trahison indigna profondément les Sénons. Donc les mecs, on le voit, les Romains, ils arrivent un petit peu comme des personnes neutres à la base, un petit peu comme si c'était l'OTAN de l'époque, donc l'organisation du traité de Méditerranée Nord, donc OTMN plutôt, au lieu de l'OTAN. Et donc ces gens-là, ils arrivent en tant que l'OTAN, en tant qu'arbitre, mais tout d'un coup c'est comme si tu regardais un match de foot et que l'arbitre il se mettait à se mettre d'un côté de l'équipe. Ouais, là on n'y comprend rien en fait. Les gens ils se disent qu'est-ce que viennent faire ces gens qui se disent neutres, Ces gens se disent neutres et ils viennent faire la guerre. Ils sont pas neutres en fait. Ils sont du camp des ennemis. Donc là il y a un problème. L'OTAN ou l'arbitrage, l'OTAN il se transforme tout simplement en je m'allie du côté de tes ennemis. Bon, c'était l'OTAN de l'époque on va dire. En représailles, ceux-ci marchèrent sur Rome pour exiger réparation. Cet événement va marquer le début d'une confrontation dramatique entre les Gaulois sénons et la cité romaine. C'était sûr, en faisant l'OTAN qui a un avis, qui est ton ennemi, c'est sûr que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. Moi, quelqu'un vient suite à un litige pour dire finalement c'est moi qui a tort, ça va un petit peu m'agacer. Je vais perdre patience, comme dit l'expression. Néanmoins, certains historiens modernes vont remettre en question la véracité de l'épisode de Clusium. Il semble en effet improbable que Clusium, une grande cité étrusque, ait eu besoin de l'aide d'une jeune puissance comme Rome. Il est donc possible que cette histoire ait été inventée après coup, dans le but de justifier une attaque gauloise sur Rome et de présenter cette dernière comme un protecteur légitime de l'Italie face aux envahisseurs barbares. Bon, vous voyez, plus on remonte dans l'histoire et plus on a du mal à avoir des certitudes. C'est comme moi j'ai dit ce carré d'orange il est à moi, mon voisin ou mon frère jumeau il a dit non ces oranges sont à moi,
bah à qui sont les oranges? Qui est le responsable? Là, les Gaulois disent c'est la faute des Romains, les Romains la faute des Gaulois. Enfin, une autre théorie propose que Brennus, le chef des Sénons, aurait agi de concert avec Dénis de Syracuse. Ce dernier, désireux d'étendre son contrôle sur toute la Sicile, voyait en Rome un obstacle en raison de ses alliances avec des cités siciliennes comme Messana. En mobilisant les forces romaines contre Brennus, Dénis aurait facilité sa propre campagne militaire. Ainsi, le sac de Rome pourrait s'inscrire dans un jeu d'alliances et d'intérêts beaucoup plus vaste que ne laissent entendre les récits traditionnels. Quant à lui, donc, Brennus, on va s'intéresser au personnage, si vous voulez bien, et voir déjà donc l'étymologie de Brennus, d'où ça vient. Et est-ce que ce terme s'est propagé à travers la Gaule, à travers la France et l'Italie? Ça peut être intéressant à savoir. Donc le nom de Brennus ou Brennus pourrait être une variante allophonique de la racine brano, enrichie par une géminisation expressive. En effet, en ancien celtique continental, plus précisément en gaulois, le mot Branos signifie corbeau. D'accord. Bon, est-ce que le mec s'est volé ou est-ce qu'il a un casque qui a des ailes? Bon, ni l'un ni l'autre. Cette racine est d'ailleurs présente dans plusieurs noms de peuples et de lieux d'anciens tels que Branovic ou Brando di Brici, où l'on trouve la forme Brando au lieu de Brano, ou encore dans des toponymes comme Branodunum. Ce dernier correspond aujourd'hui à Brancaster en Grande-Bretagne, donc ça s'est même élargi sur le territoire de la Grande-Bretagne, ainsi qu'un autre site nommé Branondunum dans la Saône-et-Loire, devenu Brandon. Donc vous voyez, en France, on retrouve en France et en Angleterre des termes qui ont une étymologie qui va se rapprocher du guerrier Brennus. On peut établir un lien linguistique intéressant avec le vieil irlandais, où Bran, donc c'est du masculin, je pense que vous savez, mais désigne également le corbeau. Cette racine est par ailleurs conservée dans les langues brittoniques modernes, le gallois, le cornique et le breton, où Bran signifie toujours corbeau. Bran, ça fait aussi celui qui crie, Bran. Dans ces cultures, le corbeau n'était pas seulement un oiseau. Par métaphore, le mot servait aussi à évoquer le guerrier ou le chef des figures associées à la force, à la ruse, à la mort. Ah bah on comprend tout de suite mieux l'expression oiseau de malheur. Quand on voyait le corbeau arriver, c'est que c'était un mauvais signe. C'était que c'était un signe qu'il y avait des guerriers qui allaient arriver, qui allaient tout défoncer, tout saccager. Et c'était pas du tout un plaisir à cette époque-là. Enfin, c'est même pas à notre époque non plus. Donc quand on entend oiseau de malheur, on voit le corbeau, on voit la pie, on voit l'oiseau noir qui arrive avec tout un tas de malheurs. Bon, tant qu'on me dit pas atlas de malheur ou atlas d'histoire de malheur, bon, c'est déjà ça. Dans la tradition mythologique britannique, notamment dans les récits gallois rassemblés dans le Mabinogion, on retrouve la figure de Bran le Béni, donc Bendi Gédifran en gallois. Ce héros mythologique, lié au symbole du corbeau, incarne souvent la puissance, la protection, mais aussi l'idée de la mort et de la transition vers l'au-delà. Donc c'est une sorte de voyageur, un petit peu comme Hadès chez les Grecs. Le corbeau, oiseau charognard, était ainsi étroitement lié à l'univers guerrier et spirituel des Celtes. Donc on le voit chez les Scandinaves aussi, et d'ailleurs les premiers drapeaux qu'on retrouve des peuples scandinaves, donc ça va être un drapeau à forme rectangulaire avec donc une forme de corbeau. Donc ça va être le signe du guerrier, le signe de la guerre. Donc on le voit ici, donc l'oiseau est bel et bien donc la personnification de la guerre, et donc parmi d'autres éléments de l'environnement qui vont entourer les Gaulois, et on va utiliser donc d'autres animaux et d'autres végétaux pour établir des métaphores. Mais donc notre Brennus, bon, on le connaît un petit peu, bon légèrement, mais est-ce qu'il a fait des actes majeurs avant d'arriver à Rome? Alors, on va voir tout ça, oui. Donc en l'espace de 6 ans, Brennus parvient à unifier l'ensemble des Sénons. Il étend son autorité sur toute la région correspondant aujourd'hui à la Romagne et aux Marches. Rien que ça, c'est déjà pas mal, Plus tard, les Romains appelleront cette zone Agé Gallicus, après l'avoir conquise. Dans sa campagne d'expansion, le mec se prend peut-être pour Alexandre, Brennus le Grand. Brennus entreprit le siège de la ville étrusque de Clusium. Face à cette menace, les habitants de Clusium sollicitèrent l'aide de Rome pour se défendre. Répondant à cet appel, le Sénat romain va dépêcher 3 émissaires issus de la prestigieuse Jeanne Fabia. Leur mission première était d'agir comme médiateur entre les Étrusques et les Gaulois. Cependant, la situation évolua rapidement. Rome prend conscience du danger que représentent Brennus et ses guerriers. Donc là, ils se disent, oula, ça va pas être de la tarte. Ces mecs-là, ils sont déter.
ils ont monté une équipe, ils sont déterminés à tout casser, à tout saccager. Et donc, eux, ils vont décider d'abandonner leur neutralité pour soutenir les Étrusques contre l'envahisseur gaulois. Donc là, maintenant, vous le comprenez pourquoi ils n'ont pas fait l'OTAN, pourquoi ils n'ont pas été neutres, parce qu'ils ont été inquiets face à la puissance de Brennus qui s'étendait. Face à cette trahison, Brennus n'hésita pas à relever le défi. Après avoir capturé et mis à sac Clusium, il entraîne ses troupes en direction de Rome. Le mec est très très déter, il est déterminé à tout récupérer, à tout envahir. La tradition romaine rapporte un récit particulièrement détaillé, bien que douteux, de cette marche sur la ville. Alerté de la menace imminente, le Sénat lance un appel aux armes, mobilisant en hâte l'ensemble des citoyens romains pour former une armée et tenter d'arrêter l'avancée gauloise. Le choc entre les deux eut lieu le 18 juillet 390 avant Jésus-Christ, sur la rive gauche du Tibre, près du confluent, avec un petit ruisseau nommé Alia. Donc Alia, c'est ce qu'on dirait donc aujourd'hui l'actuel Fosso Maestro, non loin donc de Marsiglia. Ce combat reste célèbre sous le nom de la bataille de l'Alia et tourne rapidement au désastre pour les Romains. Donc c'est la version Bérésina avec moins de neige, hein, mais tout autant de galères. Et là c'est bien la grosse galère pour les Romains. Mal préparée et désorganisée, l'armée romaine ne put résister face à l'expérience et à la soif de vengeance des troupes gauloises. La défaite fut si écrasante, hein, si humiliante, qu'elle marqua profondément la mémoire romaine. Le 18 juillet, ou Dies Aliensis, fut à jamais inscrit comme un jour de malheur dans le calendrier de Rome, symbole d'une humiliation historique face aux Gaulois. Donc là on le voit, hein, vous connaissez à travers une histoire une Rome puissante, mais là on voit une Rome inquiète, une Rome qui n'est pas si puissante, une Rome qui a des défauts, qui ressent des craintes. C'est pas la Rome puissance, c'est pas la Rome puissante, c'est pas la Rome que l'on connaît donc à travers nos cours d'histoire. Non, c'est une Rome qui est à égalité avec d'autres peuples et qui se voit donc mettre au tapis, mettre au porte-à-faux face à d'autres tribus. C'est un malheur immense pour les Romains. Après leur déroute à la bataille de l'Alia, les survivants de l'armée romaine, démoralisés et dispersés, se réfugient en grand nombre dans les cités voisines de Caérée et de Véies. La défense de Rome fut alors abandonnée aux seuls citoyens qui choisirent de rester dans la ville. Donc là, la ville est totalement à genoux en fait. La ville n'a plus de quoi se protéger, la ville peut être envahie. Conscients de l'ampleur de la menace, ceux-ci se replièrent sur la zone la plus naturellement défendable, le Capitole. Lorsque les Gaulois de Brennus pénétrèrent dans Rome, ils ne trouvèrent quasiment aucun résistant. Seuls les sénateurs drapés de leurs toges consulaires les attendaient en silence, dans la curie. Fidèles à leur dignité, ils acceptèrent la mort sans résister et furent totalement massacrés. Ensuite, les envahisseurs mirent la ville à sac. Cherchant à en finir, les Gaulois tentèrent de surprendre les défenseurs du Capitole en attaquant de nuit. Selon la tradition romaine, c'est grâce aux oies sacrées du temple de Junon que Rome échappa à la catastrophe. Leurs cris auraient éveillé donc les sentinelles endormies, permettant de repousser l'assaut. Alors aujourd'hui, il y a plein d'historiens qui considèrent cette histoire comme fantaisiste, hein. C'est une invention qui est destinée à sauver l'honneur romain terni par la défaite. Bon, quoi qu'il en soit, l'épisode a eu un impact durable. Un temple Luno Moneta va être édifié à l'endroit du miracle supposé, hein, quand bien même il aurait existé. Plus tard, ce sanctuaire va accueillir les premières frappes monétaires romaines, d'où la dérive du mot français monnaie. Il y a même une fête commémorative en l'honneur des oies qui a également lieu chaque 3 août, durant laquelle elles étaient portées en possession à travers la ville. Donc là, ensuite, donc les Romains ils sont mis en PLS, vous avez compris, il y a les sénateurs qui sont tués, hein, la sanction est très très dure. Et donc Rome va devoir donner une rançon, et que va-t-il en devenir de Brennus après cette rançon? Donc à la mesure que le siège se prolongeait, la famine rongeait les défenseurs romains, bah oui, la nourriture se faisait de plus en plus rare, les forçant à accepter la réédition contre rançon. Selon donc les rançons traditionnelles d'autrefois, ça a été fixé donc à 1000 livres d'or. Lors de la pesée, les Gaulois utilisant des poids truqués vont chercher à augmenter leur butin. Donc les Romains, ils ont capté le délire, hein. Ils ont capté qu'ils se font prendre pour des bidets, hein, ou pour des imbéciles. Les gars, on a capté vos délires, hein. Vous cherchez à augmenter le kilogramme des poids. Donc c'est quoi ce délire? Bah, aux protestations romaines, Brennus aurait répondu par un geste célèbre.
jetant son épée sur la balance, il aurait lancé cette sentence lourde de mépris. « Vae victis ! Malheur aux vaincus !» Bon, le cum, il fait quand même l'effort de traduire cela donc, en latin, hein, pour que les mecs comprennent. Bon, les mecs, à l'époque, c'est pas comme l'OTAN où les gens parlent anglais, donc il y a besoin de traducteurs. Donc, malheur aux vaincus, vae victis. Bon, les Romains, ils ont compris qu'ils prendraient cher. Ça serait plus que 1000 livres d'or, ça serait peut-être 1500. Bon, cependant, les sources antiques vont diverger sur la fin réelle de tout ça. Polybée propose une version donc, qui dit cela. Les Gaulois auraient dû abandonner leur siège précipitamment pour défendre leur propre territoire menacé par les Vénètes, d'où le fait qu'ils soient repartis assez vite. Selon le récit romain officiel, Camille, nommé dictateur en urgence, intervint avant la livraison de la rançon. Contestant la validité de l'accord conclu, il engagea les hostilités contre les Gaulois et remporta une victoire éclatante. Tite-Live rapporte un deuxième affrontement, cette fois plus régulier, sur la route de Gabiès, où Camille aurait également triomphé. Plutarque, alors c'est pas plus tard, c'est Plutarque, qui relativise cette victoire et suggère qu'elle fut moins complète qu'annoncée par les Romains, mais confirme qu'un affrontement a eu lieu. Également, pour Strabon et Polybe, la réalité est différente. Brennus et ses hommes vont quitter Rome avec la rançon, mais vont être vaincus en Étrurie par les forces de Caère. Cette cité obtint en remerciement certains privilèges de la part de Rome, notamment des droits de citoyenneté. Parmi toutes ces versions, donc celle implique Caère semble aujourd'hui la plus plausible, notamment parce que Rome, lors des conquêtes ultérieures de l'Étrurie, va épargner cette ville fidèle. Quoi qu'il en soit, Brennus, à la tête de ses survivants, parvint à regagner le nord de l'Italie. C'est là, loin de Rome, que le grand chef gaulois finit par mourir sans que l'on connaisse précisément les circonstances de sa disparition. Bah oui, parce que en fait, Brennos, il est très connu, mais c'est parce que Rome utilisait déjà à l'époque l'écriture, tandis que les Gaulois, eux, avaient une culture orale. Donc c'est le combat donc, de la culture orale faite par les Gaulois contre la culture écrite des Romains. Et donc, en fait, les seules choses qu'on connaisse, en fait, finalement, c'est que c'est ce saccage par Brennos. Il reste probable que l'ensemble de ces récits, donc enrichis de légendes et d'embellissements patriotiques, ait servi avant tout à masquer une humiliation profonde. L'invasion gauloise de Rome a été une catastrophe, et les Romains, jaloux de leur réputation de grandeur, vont tordre l'histoire pour en faire un symbole de renaissance plutôt que défaite. Alors, à tout cela, donc, l'invasion... Que comprendre de tout ça? Donc l'invasion de Rome par Brennus et ses Gaulois représente l'un des moments les plus marquants et les plus douloureux de l'histoire romaine antique. Cette défaite, au cours de laquelle Rome va être mise à sac et presque réduite à néant, a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective de la cité. Bon alors, j'ouvre un aparté, je vous demande bien sûr d'aimer, de partager, de commenter et de me laisser un don, ça m'aiderait pour le référencement. Bien que les détails exacts de cette invasion restent entourés de mystères et de légendes, ce fut un choc civilisationnel qui marque la fin d'une ère de sécurité relative pour les Romains et le début d'une série de réformes militaires, politiques et sociales qui feront la grandeur de Rome dans les siècles à venir. Alors, est-ce que de là à dire que c'est grâce à Brennos qu'il y a eu l'Empire romain? Bah, on peut se poser des questions, on peut se dire que c'est un petit peu grâce à lui, puisque donc les Romains donc, vont bel et bien comprendre donc, la situation, et ils vont comprendre qu'ils sont à un carrefour stratégique et commercial entre les territoires nordiques, celtiques et germaniques, et les territoires helléniques et latins. Donc les Romains vont comprendre qu'ils vont devoir affûter et améliorer ainsi qu'affiner leur stratégie militaire afin de pouvoir protéger Rome et ne plus dépendre des autres puissances. Il faut le rappeler, les Gaulois ont tué les sénateurs. Ils ont tué les sénateurs, ils ont saccagé la ville et ils ont demandé donc des financements de la ville. Et donc malgré tout cela, malgré tout ce saccage, eh bien les Romains ont réussi à se reconstruire. Indirectement, oui, à travers donc cette guerre, à travers cette humiliation, à travers ce vae victis, malheur aux vaincus, eh bien Brennos va faire comprendre aux Romains l'intérêt qu'ils doivent mettre en avant la partie militaire de Rome. Et en cela, donc Rome va devenir l'une des plus grandes puissances du monde par la suite. Bon, Rome en plus, ils l'ont un peu dans le baba, ils sont un peu vénères de cette ratée, de cette fait humilier ainsi. Donc ils vont embellir les sources romaines, ils vont chercher à effacer la honte de la défaite et redorer l'image de Rome en la présentant comme une ville invincible, même face aux pires adversités. La légende des oies du Capitole, les histoires héroïques de Camille et la fameuse maxime Vae Victis, attribuée par Brennos, s'inscriva donc dans cette stratégie de redressement de l'honneur.
Ces récits bien mythifiés vont véhiculer l'idée que Rome, même brisée, se redressera toujours pour revenir plus fort. Au-delà de la vengeance et des batailles, l'épisode de l'invasion gauloise a également des conséquences profondes sur le système monétaire romain. Il y a la création du temple de l'Uno Moneta, destiné à honorer l'intervention des oies sacrées. Ça devient un symbole de résilience, une référence à la future prospérité de Rome. La monnaie romaine frappée plus tard dans ce temple deviendra un vecteur essentiel de l'économie impériale, liant ainsi un événement de défaite à une révolution monétaire qui changera à jamais le visage du monde antique. Donc l'invasion de Brennus, en conclusion, l'invasion de Brennus est plus qu'un simple épisode militaire, c'est un moment fondateur dans la longue histoire de Rome, une ville à la fois meurtrie et réinventée. Elle se transforme peu après cette invasion en l'un des plus puissants empires que le monde ait jamais connu. Ainsi, loin de n'être qu'un souvenir de la défaite, cet événement fit le socle sur lequel Rome bâtira sa grandeur future. C'est dans la douleur de l'humilité qu'une nation trouve souvent la force de renaître et de se réinventer, un enseignement qui résonne encore aujourd'hui dans les annales de l'histoire.